je vous dis, il n'y a pas d'imposition de la paix pour quelqu'un qui dit je rentre chez moi. Vous n'allez pas gagner. Vous dites à celui de Bijombo, de Minembo et de tout ça, dit vous quittez ici. Mais il va se battre jusqu'au dernier goutte de son sang. Et les faiseurs de guerre disent, ah bon, comment il y a la guerre là-bas? Ils vont les aider. Et vous pensez qu'ils sont moins nombreux, ils vous battent demain. Les Touganéens, ils ont chassé près de 1500 FARDC. À y ajouter et les Burundais. Aujourd'hui, ils sont gagnés du terrain là-bas. J'ai appris que heureusement, bon, ça se passe un peu bien parce que la population civile n'est pas dérangée, on ne bouffe pas les chèvres ou les vaches des gens. Ça promet un peu. Mais sinon, si l'État avait compris que Touganéo pouvait se muer à M23 et compliquer les bidons là-bas, ils auraient dû résoudre cette affaire depuis longtemps. Je m'appelle Moïse, je suis le journaliste indépendant. Je suis devant moi avec le député honoraire. Il va se présenter devant nous, il va nous dire son parcours dans sa carrière de députation. Je sais qu'il a été député national en RDC. Il va nous dire beaucoup de choses ce soir. Il va nous dire son histoire, ce qu'il a fait en RDC, même ce qu'il fait aujourd'hui. Je sais qu'il est quelqu'un qui cherche la paix, c'est quelqu'un qui combat pour que la RDC trouve la paix durable. Bonsoir, papa député. Vous pouvez vous présenter devant toutes les personnes qui nous suivent ce soir. Merci beaucoup. Je suis honorable Mohiv Wangwebo de Froid. Les gens veulent savoir quand est-ce que tu as été député. À part ça, quelles sont les réalisations que vous aviez réalisées? Quelles sont les choses que vous aviez faites dans ce pays? Parce que les gens veulent savoir votre histoire un peu avant d'entamer notre émission de ce soir. Merci beaucoup. Avant d'aller en politique, j'étais à la sucrerie de Kiliba. Après avoir fini mes études universitaires à Kisangani en 1987, j'étais engagé à la sucrerie de Kiliba. J'ai terminé avec un grade de membres du comité de direction. Le comité de direction signifie les personnes qui pouvaient siéger au niveau de la direction, parce que je m'occupais de la gestion du personnel, un département très très grand, très vaste, qui me donnait l'occasion de suivre la politique, surtout la politique du personnel au niveau de la direction générale de la sucrerie de Kiliba. Dès là, la guerre est arrivée, nous avons été au camp des réfugiés de Nyarugusu en Tanzanie. Et au retour, la guerre est arrivée du RCD. J'ai été nommé administrateur du territoire d'Ouvira de 1998 et 1999. Je n'ai pas beaucoup traîné. Et de là, j'ai été coopté, il faut le dire, comme député national de la transition. Nous avons fait tout ce que vous connaissez là comme loi, notamment la loi des lois, la constitution du 18 février 2006, qui a été promulguée ce jour-là par le chef de l'État honoraire, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabangi. Donc, lorsque cette étape de la transition s'est terminée, les élections sont arrivées, je me suis présenté, je n'ai pas pu gagner les élections, mais toutefois, de proche en proche, je suis arrivé quand même à être au gouvernorat. Quelques années plus tard, en 2017, j'étais au bureau d'études, une qualité de conseiller. Il m'a été confié les tâches de gérer les dossiers des conflits coutumiers et les conflits, comment on appelle ça, les conflits de terre, notamment dans les Calais, un peu partout il y a des conflits fonciers, voilà. Et je me chargeais aussi de l'épineuse question des groupes armés. Et après, je suis passé au ministère de l'Intérieur, provincial bien sûr, comme directeur de cabinet. Voilà les tout derniers postes. Mais depuis des années 2001 jusqu'à ce jour, je m'occupe de paix et réconciliation, le vivre ensemble, entre les ethnies et tribus du sud de la province du Sud Kivu, notamment
le territoire d'Ouvira, le secteur d'Itombwe et le territoire de Fizi. Voilà, en tout cas, un peu des choses, c'est ce que j'ai fait dans la vie, mais il y a d'autres petites choses que je ne peux pas, bon, j'ai essayé de résumer. Je pense que les auditeurs savent dès à présent à qui ils ont à suivre. Dans l'interview qui arrive, ils ont l'occasion de se fixer, de se faire une idée sur la personne qui est devant leur téléphone en ce moment. Voilà. Oui, avant d'entrer dans les débats d'aujourd'hui, nous allons devoir vous poser quelques questions en rapport avec la politique congolaise. Je sais très bien que vous avez été député. C'était à l'époque de quel président? J'étais député national à l'époque de 1+4, où il y avait le président Kabila, il vient de le dire, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, qui était président. Il y avait 4 vice-présidents, Azaras Ruberwa, Jean-Pierre Bemba, le vieux, comment ça s'appelait encore, Yerodia, et notre, bon, ils sont déjà morts, hein, et il y avait aussi Zaïdi Ngoma, voilà. C'était là l'équipe qui était au niveau de la présidence. Merci. Ok. Entre-temps, vous avez travaillé avec les 4 présidents à l'époque de 1+4. Vous avez vécu le régime de Joseph Kabila qui était à la tête de ces 4 présidents. Et aujourd'hui, vous vécu aussi le régime de président Tshisekedi. Nous avons la première question que vous allez pouvoir répondre à toutes les personnes. Quelles sont les erreurs du régime Tshisekedi ayant conduit à l'éclatement de l'actuelle guerre de l'AFC M23? Bon, c'est une très longue histoire. Je ne sais pas s'il faille parler du régime Tshisekedi ou du système, le système de gouvernance qu'il y a au Congo. Parce que nous avons vécu, quand même, je suis suffisamment grand pour avoir vécu presque tout. En 64, j'avais 7 ans. Je ne pouvais pas apprécier, mais j'ai vu quand même qu'il y a eu la rébellion, les désordres qu'il y a eu, tout ça. Et puis, Mobutu arrive, on chante, on danse, à l'école. Tous les parents chantaient, dansaient. Et en fait de compte, je constate que en 1981, la politique change. On arrive à une loi de nationalité qui exclut une très grande partie de la population rwandophone au niveau de Kivu. Cela s'aggrave en 1990. 91 à la conférence nationale souveraine. Ça s'aggrave sérieusement. Il y a exclusion de certaines catégories de personnes, notamment les rwandophones et Tutsis, qui sont exclus de la conférence nationale souveraine. J'ai vu ça, et ça s'est sérieusement dégradé. Et ça aboutit, bien sûr, il y a que plusieurs causes, je pense que j'en avais déjà parlé, mais ça s'est aggravé avec la répression qu'il y avait sur ces personnes de l'Itombwe, Uvira, Fizi, Ruchuru, Masisi, Nyiragongo, Goma, et avec l'avènement d'une guerre au niveau du Rwanda, ça s'est encore compliqué sérieusement. L'armée de Mobutu s'est invitée dans la guerre au Rwanda, et finalement, on est arrivé à une guerre en 1996. Il y a eu beaucoup de causes, je ne sais pas les énumérer ici, mais la cause qui a précipité cette guerre, c'est justement cette mauvaise gestion de la question des nationalités et la répression qu'il y a eu. Et la guerre est arrivée. La guerre est arrivée, Laurent Désiré Kabila va au pouvoir. Il se complique sérieusement avec les autres parce que il n'y avait pas eu de programme réel pendant presque une année de ce qu'on pouvait appeler quand même qu'il y avait un nouveau pouvoir qui avait telle ou telle autre ambition. Il n'y en avait pas.
on a continué presque dans les mêmes erreurs du passé. C'est ainsi qu'il est arrivé le RCD. Et le RCD est arrivé, lui-même le RCD, n'ayant pas totalement gagné la guerre, il a partagé les pouvoirs avec les gens qu'il combattait, les antivaleurs qu'il combattait. Il a partagé les pouvoirs avec les mêmes personnes. Et il s'est complètement dilué dans tout ce qui s'est fait à Kinshasa. Vous connaissez Kinshasa, c'est dilapider tous les deniers publics, n'est même pas songer à l'intérieur. Et voilà. Et on est arrivé à cette affaire de CNDP. CNDP, les accords arrivent. On s'est entendu, discuté partout à Goma, là. Et rien n'a été appliqué de tout ça. On a pris quelques personnes, tout ça venait, etc., tiré à la volée. Et d'autres ont été rejetés. Et voilà. Et comment les mouvements du M23 est né en 2012, contestant le fait que, revendiquant bien sûr les accords du 23 mars 2009. Et la guerre est arrivée, on leur a dit non, écoutez, ils ont pris Goma, vous pouvez vous retirer, aller à Tchanzu, là-bas on va vous allez causer avec l'État congolais, ne vous en faites pas, c'est entre vous Congolais, vous allez trouver une solution. Les troupes se retirent vers Tchanzu. Ils n'avaient pas encore mis pied sur terre et les bombes ont commencé à tomber sur Tchanzu. Ils ont été obligés de partir. C'était en fait une ruse. On les a pris en ruse et ils se sont trouvés en Ouganda. Et là, les Congolais, le gouvernement s'est dit, tiens, bon, ces gens, ils sont nombreux quand même, des milliers de personnes. Si on les laisse là-bas, ils vont revenir. C'est ainsi qu'ont commencé les conciliabules pour dire, vous pouvez revenir, vous allez être dans l'armée et tout et tout. Certains, c'est vrai, sont allés et une grande partie ont été rejetés. Et quand vous voyez très bien ce qui s'est passé, ce sont ces gens-là qui toujours, on ne veut pas qu'ils soient dans l'armée, qui ont été un peu triés pour dire vous pouvez entrer là-bas et les autres restent. Mais ceux qui ont accepté d'entrer dans l'armée aujourd'hui, nous les connaissons, ils n'ont rien, on les appelle les dispos. Ils sont là, ils n'ont même pas de fonction et ils sont là. Ça, c'était avant. Tshisekedi arrive, connaissant cela parce que lui, le chef de l'État, savait ce qui s'était passé. Il a dit, OK, moi, en tout cas, je prends ça. Je prends directement les taureaux par les cornes. Les amis ont échoué, ils ont mal géré ces dossiers. Moi, je vais bien les gérer. Le gouvernement appelle une délégation du M23 à Kinshasa, bien avant même que l'autre guerre n'éclate, en 2021, vers novembre-décembre. Ils arrivent à Kinshasa, ils font 14 mois. Vous figurez, messieurs les journalistes, il faut 14 mois à Kinshasa. Ils n'ont vu, je peux dire personne, parce qu'aucune solution n'a été trouvée. On savait qu'ils allaient revenir, peut-être fomenter notre guerre. On les a laissés partir. Laissez-les partir, qui rentraient chez eux là-bas. Et puis, bon, vous savez, ici on dit, laissez-les rentrer chez eux au Rwanda. Et ils sont rentrés. Et ça n'a pas fait longtemps, ils ont commencé cette histoire de la guerre au niveau des Rutshuru. La première erreur du régime, c'est d'avoir négligé. Ils sont combien là-bas? Combien? Non, ils sont quelques centaines de personnes. Première erreur, une négligence. Alors, l'autre négligence, ayant commis cette négligence-là, sur le plan social, l'armée. L'armée, vous connaissez vous-même, chers journalistes, elle a été délaissée. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer que la guerre commence dans les Rutshuru, elle prend presque toutes les grandes localités, jusqu'à Goma, Bukavu, et pour le moment ça devient compliqué. Le régime commence à dire non, il faut qu'on puisse négocier. Alors que l'autre erreur dans cette guerre, avoir négligé cette insurrection, et à un moment donné,
l'insurrection. Les gens du M23 sont là avant qu'ils ne soient ensemble dans une coalition, disaient nous, on ne veut pas faire de la guerre contre notre pays, nous voulons dialoguer pour présenter nos desiderata. Di Botika Bangodi. Il y avait même, si vous avez suivi des vidéos de l'entourage du chef de l'État. Une fois dans une délégation, ils sont en Europe là, ils lancent une vidéo, ils prennent du vin, ils disent Tozali, nous sommes ici, nous prenons tranquillement notre vin, un vin très ancien, et tous occupés binotés. Donc nous ne nous occupons pas de vous qui êtes à l'Est. Beaucoup, vous pouvez mourir là-bas, il n'y a pas de problème. On peut vous couper les têtes là-bas dans votre Est là-bas. Tali Fachité, ça ne regarde pas le président, l'entourage du chef de l'État. Et là, vous voyez ça, on n'a puni personne. Ces gens continuent jusqu'aujourd'hui à côtoyer le chef de l'État. Faut-il dire qu'il n'a pas su? Je ne sais pas. Mais ces vidéos existent. Combien de fois cela ne peut pas donner des ailes à ceux qui veulent lui faire la guerre? Il a commis une faute. Je ne sais pas si c'est une erreur ou une faute. On a négligé cette affaire qui arrivait, on voyait. Et si le plan économique, ça c'était sur le plan social, la population, les écoles, il n'y en a pas. Il n'y a pas presque les hôpitaux, les soins médicaux pour les Congolais, c'est un problème. Le plus nanti va en Chine, il peut aller en Afrique du Sud, il peut aller au Kenya, il peut aller en Inde, mais les autres qui n'ont pas d'argent finissent par mourir de petites maladies qui peuvent être soignées, même ici au pays, mais sans les hôpitaux ne sont pas équipés, et ceux qui sont équipés sont inaccessibles aux gagne-petits. Et voilà, c'est le plan social. Économiquement, vous voyez au niveau des infrastructures, comment allez-vous soutenir une économie sans route, une économie sans compagnie aérienne? Les avions, ce sont des avions en location. Il n'y a aucun avion payé au fonds propres. Bon, vous allez un pays comme un continent comme celui-ci, avec beaucoup d'aéroports, des aéroports fréquentables, mais sans avion. Les tout traînent à l'intérieur. Il n'y a pas moyen que puisse être en contact avec Kisangani en étant à Bunia. Ce qui se produit à Kisangani ne peut pas facilement arriver parce qu'il n'y a pas de route. Même ce qui peut être transporté par avion, il n'y a pas d'avion. Et ça, c'est une autre faute de n'avoir pas investi au niveau des voies de communication, que ce soit terrestre, que ce soit maritime. Vous avez vu ici, au niveau de Bukavu où nous sommes, tous les gros bateaux sont des bateaux privés. J'ai vu les amis qui sont arrivés de l'AFC, ils ont inauguré des speedboats, des canots rapides. Mais canot rapide, ça va transporter un sac de maïs, un sac de quoi? Non. C'est ça qu'ils ont trouvé, il n'y a pas moyen de faire autrement. Il faut peut-être aussi développer un transport qui soit quand même un transport public et non pas se fier au privé. Les privés montent des prix comme ils veulent. Ce n'est pas tout le monde qui est à mesure d'aller et revenir à Goma, tout ça, c'est des navettes avec des marchandises. Donc cela a manqué aussi. Les routes, ne parlez même pas des routes. Vous êtes à Bukavu, cher ami, vous savez lorsqu'il pleut que vous ne pouvez pas faire Bukavu à Lungu. N'allons pas très loin jusqu'à Chabunda. Ça, c'est déjà grave, mais parlons du territoire qui regorge les plus de leaders au sud du Kivu, c'est Walungu. Je ne voudrais pas citer les grandes personnalités qui sont de là, mais il n'y a pas de route. Si vous allez vers Fizi, c'est terrible. Vous entrez dans les faits fonds du Kasaï, c'est encore pire. Si vous allez dans l'Équateur, là, n'en parlons pas. Ce sont des pirogues qui transportent les gens. Les Congos ne méritent pas ça. On ne peut pas aujourd'hui dire, oh non, il y a la guerre. Pourquoi la guerre, ces gens? Pourquoi ils ne veulent pas attendre les élections? Mais, chers journalistes, les élections, on en a fait combien? Qu'est-ce qui change? On va aller jusqu'à combien? 10 ans après? Vous avez peut-être 35 ans. Si vous prenez jusqu'à 28,
Vous prenez encore un autre régime qui vous fait 10 ans, ça fait 40, tu auras 48 ans. Et là, 48 ans, vous n'êtes plus éligible à l'emploi. Ah non, non. L'emploi, c'est 30 ans, 25 ans à 35 ans. Pour chercher l'emploi. Au-delà de 40 ans, vous n'êtes plus éligible à l'emploi. Il y a des entreprises, on ne vous prend plus quand vous avez au-delà de 40 ans, au-delà de 35 ans. Donc vous êtes foutu. Alors la jeunesse, vous ne devrez pas commencer à dire non, 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 il faut attendre les élections. Mais oui, mais qui perd? Pas moi de 60 quelques. C'est vous qui perdez, moi je suis à la retraite. Donc c'est dire que l'erreur du régime actuel, c'est d'avoir pensé que cette guerre qui arrive, ce n'est rien, de n'avoir rien amélioré. Vous savez, les gens commencent à se dire, tiens, d'ailleurs c'est mieux que ces gens viennent. Il n'y a pas de salaire. Les militaires disent, Batouana, on nous ajoute, je ne sais pas moi, les doubles, mais Ezalokuta, ça ne va pas continuer. C'est parce qu'ils sont pris au piège que nous sommes en train de... Il y a des militaires, je vous dis, qui se disent, ceux qui baillent à Ouvira, moi je ne peux pas me battre. Pourquoi? Parce qu'on nous donne cet argent seulement parce qu'ils savent que nous devons faire la guerre. Tout ce temps-là qu'on a souffert. Les enfants qu'on a perdus, qui sont morts, parce qu'ils ne peuvent pas être soignés, enfants des militaires. Maintenant, on donne l'argent, mais ça sert à quoi? Tokolia Yango, nous bouffons cet argent, mais nous n'allons pas nous battre. Nous allons faire le repli stratégique comme d'habitude. Et les gens disent ça. Hein? Vous voyez? Donc, il y a eu totalement une négligence de cette affaire que les gens ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Il y a un fait accompli, la guerre est arrivée, on l'a négligée. Il faut en supporter les conséquences. Et les conséquences sont provoquées par la négligence de l'État. Et c'est ce qui arrive. Ils ont raison. Dès que nous allons y arriver, ils ont raison. On ne peut pas sacrifier toute une population, dire vous êtes des étrangers. Bon, ok, des étrangers. Mais au niveau des gens, on me dit non, prenons un ministre parmi eux, un ou deux, affectons un général. Mais alors, ceux qui sont à la base, vous en faites quoi? Les maisons sont brûlées tous les jours et pendant 8 ans dans les hauts plateaux de Fizi-Moyen. Tous les comment on appelle ça, les vaches rasiées avec la complicité de l'armée de la République. On fait quoi? Vous criez, on dit non, ce sont des Congolais. Oui, mais ce sont des Congolais. Finalement, ils ne sont pas protégés. Si l'armée ne protège pas la population, une catégorie de la population. Par contre, elle soutient des milices tribales pour harceler une communauté. La conséquence, c'est quoi? C'est la guerre. Ces gens, vous les appelez à la révolte. Alors, il ne faut pas qu'on aille midi à 14h, oh non. Et j'ai entendu des gens, certaines personnes, dire, écoutez, n'allez pas dans notre affaire. Quelle est l'affaire? Votre affaire, c'est laquelle? C'est une affaire d'État. La protection de toutes les populations, c'est une affaire d'État. Lorsqu'on vous dit que ça n'a pas été fait, il ne faut pas dire de quel droit vous voulez nous protéger. Non, je ne protège pas. Je dénonce. Je dénonce cette gestion séparée des populations dans un même milieu. Vous dites, vous, non. Dit, bon, on va dire que vous êtes des Congolais, mais ça a quelque chose, ces gens-là, c'est sorti de la bouche d'une grande personnalité. Je ne vais pas la citer. Elle se connaît là où est-ce qu'elle va suivre ça. Ne vous en faites pas. Et nous allons les extirper une à une. Ça dit beaucoup, hein. Ça dit beaucoup. Donc, la guerre est arrivée par les erreurs du régime. Et c'est son Excellence, Félix Tshisekedi Tshilombo, je n'en sais rien. Mais il y a eu erreur grave de gestion du pays pendant ces dernières années. Ça a été aggravé par le régime qui est en place. Il n'a pas tiré les conséquences des erreurs des autres. Il est tombé dedans et encore le plus profondément possible. C'est ça le problème. C'est ça le problème du Congo. Vous allez parler des accords, c'est qu'on reviendra. Je sais que vous ne manquerez pas de me poser la question, à moins que je ne puisse enchaîner. Parce qu'on parle des accords. Est-ce qu'on y reviendra plus tard? Je ne sais pas. Vous ne pouvez pas vous dire, OK, nous allons faire
quelque chose, un gouvernement d'union nationale, mais ça va faire quoi? Parce qu'il y en a eu. Qu'est-ce que ce gouvernement d'union nationale ont fait, les premiers? Il y en a eu. Mais ça n'a pas résolu ces problèmes-là de Kivu, qui nous crée toujours des problèmes au niveau de toute la République. Aujourd'hui, la République et le monde entier est scotché sur les Kivu. Et les gens pensent, non, c'est le Rwanda, c'est le Rwanda. Oui, ben, écoutez, le Rwanda n'était pas là depuis tout ce temps. Le Rwanda n'était pas là tout ce temps-là, non? Le Rwanda, je vais parler du régime. Le régime n'était pas là tout ce temps-là, le régime actuel. Il a trouvé des problèmes au Congo. En ont-ils profité? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a eu une coopération qui ressemblait à celle qui existait à l'époque d'Aviarimana? Je n'en sais rien. Et j'en doute fort. Parce qu'aujourd'hui, vous signez ça, demain vous refusez, ou c'est l'opinion qui se lève pour dire non, il ne faut pas faire ça. C'est brader nos minéraux. On ne peut pas construire, je ne sais pas moi, en commun. Non, nos parcs ne peuvent pas se mélanger. Est-ce que vous allez refuser que les animaux du Rwanda n'aillent au Congo? Comment vous allez le faire? Vous allez faire quoi? Vous allez construire des murs. Donc il y a des choses qui me paraissent un peu, bon, on me reproche ça, mais je me dis, mais c'est la nature. Le parc, je ne sais pas comment ils appellent ça, si c'est Virunga, et notre parc est Virunga. Un chimpanzé qui va de l'autre côté, qui rentre. Vous allez dire, non, vous êtes un chimpanzé du Congo et du Rwanda, non. Donc, c'est complexe parce que ceux qui ne connaissent pas ces frontières, moi j'étais récemment à Rutshuru, j'ai posé la question, cette montagne se trouve où? On dit c'est les Rwandais. Ah bon? Et le Congo, on me dit c'est l'autre montagne. Je dis, mais où est la rivière? Il n'y a pas de rivière, c'est comme ça. Vous pouvez vous perdre, vous retrouver au Rwanda. C'est compliqué. Il faut absolument avoir un régime qui prend en compte toutes ces choses, que les gens peuvent parler une même langue, et tout en étant dans des pays différents, il n'y a pas de problème. Au niveau du Sud, les Angolais, les Congolais et les Zambiens, il y a un moment donné où il y a bifurcation, un triangle là où on ne parle que cette langue. Il y a un des mêmes du Congo ici. Vous allez à Bunagana. Quand vous allez un peu vers le sud, sans aller très loin, c'est le Rwanda. C'est un parc Kinyarwanda. À Bunagana là-bas, avant une barrière qui est aussi tout à fait vide, là, vous pouvez faire comme ça, vous êtes au Rwanda, vous faites les pieds de l'autre côté, vous êtes au Congo, c'est le Kinyarwanda. Vous y arrivez, dans un restaurant à côté, il y a des bus qui vont à Kampala, vous prenez votre bière, on vous parle à Kinyarwanda. Alors, il faut qu'on sache cette réalité-là, que ça peut arriver. Alors, les amis de Kinshasa qui suivent, oui, est-ce que Wazolo Kinyarwanda, Warwande Wana, non. Ce sont des Congolais. Vous voyez ça? Donc, l'erreur du régime, c'est de ne pas mettre au niveau du mind, donc de la conscience des gens, que cette réalité existe là. Luxembourg, je ne sais pas moi, France, Belgique et tout. Ces gens parlent tous en français, mais ils ne sont pas tous des Belges, des Luxembourgeois ou des Français. Nous n'avons pas tenu compte de ça. Et les politiciens congolais ne savent pas ça. Et créent cette tension qui génère les guerres éternelles. Vous voulez rentrer au niveau du Congo, vous êtes dans un camp de réfugiés au Rwanda, on vous dit ces gens-là, c'est chez eux. Ces gens veulent rentrer au Rwanda, non, qui restent là-bas, c'est chez eux au Rwanda. Ils peuvent faire rentrer au Congo parce qu'ils sont des Rwandais, qui restent chez leurs frères. Ça, est-ce que vous comprenez ça? Et cet enfant-là qui est dans des bâches, ce sont des bâches qu'on renouvelle tout le temps, des bâches. Moi, j'étais là, j'ai vu. Dans les camps de réfugiés. Alors, cet enfant qui est né là-bas en 94, vous avez vu combien d'années il a? C'est une trentaine d'années au-delà. Et on lui dit, pourquoi moi je suis ici? Non, vous êtes des réfugiés. Moi, réfugié, pourquoi? Chez vous, c'est où? C'est Masisi. Ah bon? Masisi. Pourquoi je n'y vais pas là? Non, il y a des gens qui refusent que vous puissiez aller là-bas. S'ils sont 100, s'ils sont 200, mais c'est une armée déjà pour vous faire la guerre. Alors les gens, quand même, devront comprendre qu'il y a des choses qu'on doit résoudre entre nous-mêmes et un régime. Qu'est-ce qu'ils perdent que les gens? Ils perdent que ces jeunes reviennent avec les vieux qui sont des vieillards d'ailleurs. Ils vont les enterrer chez eux à Kirolwire, c'est pas moi à Kiwanja, à Kichanga, je ne sais pas.
Où est le problème? Ça pose quel problème? Parce que l'espace est là. Ils ont leurs champs qu'ils ont laissés. Mais on dit, la politique dit, qui reste d'abord là-bas. Mais entre-temps, c'est un abcès qui gonfle. Et pouf, ça éclate. Alors, oh non, il faut qu'ils rentrent. Et les rebelles doivent se replier au niveau de... Il faut rentrer. Ils vont rentrer où? Dans les camps de réfugiés. Mais vous reportez la guerre. La guerre actuelle, vous la reportez à demain. Et ce sera un cycle. Les Américains vont être là pour toujours arbitrer. Et je ne sais pas moi, comment on appelle ça, les médiateurs au Bachanjo, c'est pas moi, je vous dis, les tout nouveau du Togo, là, il va être là tout le temps. Parce que ce sera un cycle infernal qui va imposer la paix. Je vous dis, il n'y a pas d'imposition de la paix pour quelqu'un qui dit je rentre chez moi. Vous n'allez pas gagner. Vous dites à celui de Bijombo, de Minembo et de tout ça, dit vous quittez ici. Mais il va se battre jusqu'au dernier goutte de son sang. Et les faiseurs de guerre disent, ah bon, comment il y a la guerre là-bas? Ils vont les aider. Et vous pensez qu'ils sont moins nombreux, ils vous battent demain. Les Touganéens, ils ont chassé près de 1500 FARDC. À y ajouter et les Burundais. Aujourd'hui, ils sont gagnés du terrain là-bas. J'ai appris que heureusement, bon, ça se passe un peu bien parce que la population civile n'est pas dérangée, on ne bouffe pas les chèvres ou les vaches des gens. Ça promet un peu. Mais sinon, si l'État avait compris que Touganéo pouvait se muer à M23 et compliquer les bidons là-bas, ils auraient dû résoudre cette affaire depuis longtemps. Et c'est ce que ces gens cherchaient. Ils disaient, nous protégeons nos populations. Oh non, ce sont de ceci ou cela. Et ça s'est mêlé d'autres personnes du côté des mêmes peuples qui sont là. Ils se sont divisés pour dire non, ceux-là, ce sont pour les Rwandais, ceux-là, c'est pour Tshisekedi. Et ça s'est compris. Et on en est là. Donc voilà les erreurs de gestion qui ont conduit à la guerre actuelle, que ce soit dans le sud Kivu maintenant, parce que ces montagnes sont des montagnes aujourd'hui contrôlées par l'AFC. Il y a des postes de résistance, tout ça, où il y a des militaires mais qui peuvent fuir à tout moment. La force est là-bas. Vous voyez ça? En tout cas, à ce qui concerne les erreurs, je pense avoir donné l'essentiel de ce que vous m'avez posé comme question. Voilà.